Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter la tenue d'un Unterfeldwebel en version tropicale au sein de l'Africa Korps. Avant toute chose, je souhaite remercier Parabellum Shop pour le soutien apporté à cette vidéo. Vous pourrez retrouver le lien de la boutique dans la description. Mais avant de commencer cette vidéo, je me dois de vous préciser certains points. Tout d'abord, cette vidéo n'est qu'une base qui vous servira à constituer votre uniforme. Elle n'a pas la prétention, malgré de très nombreux mois de recherche, à être une bible qui vous épargnera l'achat de livres, de magazines spécialisés ou même de faire vos propres recherches sur internet. Vous avez sans doute déjà pu voir la première version de la vidéo, que vous pourrez retrouver en accès non répertorié en dessous si vous voulez faire un comparatif. Il y avait en effet trop d'erreurs et d'imprécisions sur la première, je devais donc en refaire une deuxième. Erreur qui venait de sources incorrectes, je pourrais en faire une petite vidéo si vous en faites la demande. Et enfin, vous pourrez retrouver l'intégralité des éléments qui composent cette tenue sous forme de kit list dans la description avec le timing correspondant. La Deutsches Afrika Korps était la force expéditionnaire allemande envoyée en Afrique du Nord durant la Seconde Guerre mondiale. Formée le 11 janvier 1941 pour venir en assistance aux Italiens en Libye, l'Afrika Korps fut mise sous la direction d'un des commandants favoris d'Hitler, le général Erwin Rommel. En effet, les Italiens étaient bloqués par la contre-offensive du 8e corps d'armée britannique lors de l'opération Compass. A l'origine, la seule mission de l'Afrika Korps était de reconquérir la Cyrénaïque et la Libye. Forte de 45 000 hommes et 250 chars en août 1941, l'armée d'Afrique est constituée entre autres de la 15e et la 21e Panzer Division. Rommel réussit en quelques mois à redresser la situation désastreuse initiée par les Italiens. Parti de Tripoli, quartier général en Libye, l'Afrika Korps arriva à 200 km d'Alexandrie et réussit à assiéger Tobrouk une première fois, avant de conquérir réellement la ville en mai 1942 après de multiples contre-attaques des Britanniques. Ces derniers sont alors forcés de refluer jusqu'à El Alamein que l'Afrika Korps n'arriva pas à prendre. C'est alors le début d'une longue série de défaites pour l'armée d'Afrique. Winston Churchill résuma cette bataille dans les termes suivants. Ce n'est pas la fin, ni même le commencement de la fin, mais c'est peut-être la fin du commencement. Tobrouk est repris en décembre 1942 par le maréchal anglais Montgomery. Rommel se retrouvait donc contre de prestigieux chefs alliés. Montgomery, le général Leclerc ainsi que le général Fredendall, remplacé ensuite par le général Patton. La bataille de Kasserine, qui eut lieu du 19 au 25 février 1942, fut la dernière bataille victorieuse de Rommel, ce dernier étant rappelé en Europe par Hitler le 9 mars 1943, officiellement pour des raisons de santé. Officieusement, il s'agissait de préserver la réputation militaire du maréchal, le désastre étant imminent. L'Afrika Korps pouvait alors être sauvé par la retraite. Rommel était partisan de cette solution et la présenta au Führer, qui la refusa catégoriquement. Ainsi, les troupes de l'Afrika Korps, sous le commandement de von Armin, capitulèrent le 12 mars 1943, entraînant la capture de 130 000 soldats. Les soldats allemands ont pu raconter cette campagne très difficile. Les hommes devaient lutter contre les balles ennemies, les balles alliées, les Italiens ayant du mal à reconnaître les véhicules allemands, mais surtout contre la chaleur et la soif, les températures avoisinant parfois les 50 degrés sans ombre. La légende raconte que les soldats s'amusaient à faire cuire des œufs sur le blindage de leur Panzer, sûrement de la propagande, mais cela donne une idée de la chaleur qu'ils pouvaient faire à bord des véhicules. Créée pour la guerre en climat tropical à partir de 1940, la tenue portée par la Deutsches Afrika Korps était donc appelée uniforme tropical. À ce titre, il reprend quelques éléments de la tenue classique, mais dont la plupart auront été repeints. D'autres éléments de l'uniforme et de l'équipement auront été adaptés pour cette campagne au climat très chaud. La chemise réglementaire type tropical peut avoir de nombreuses variantes. Ici, elle est dotée d'un col et de deux poches sur la face avant, permettant de transporter un portefeuille ou un soldebourg. Certaines chemises pouvaient comporter des insignes comme l'aigle de poitrine ou les pattes d'épaule, mais la plupart n'en avaient pas, celle-ci étant destinée à être portée sous la vareuse. Des boutons étaient placés sur les épaules pour porter les épaulettes. Elle est faite en coton et se ferme par 4 boutons. Une cravate en coton vert vient cacher les boutons et était portée avec la tenue de service ou de sortie. En revanche, elle n'était pas portée au combat.
Le pantalon tropical ou Tropenhose M40 fut distribué à toutes les troupes de l'Africa Korps dès leur arrivée en 1941. Il pouvait être également remplacé par le short, réalisé dans la même toile en coton olive drab. Il se ferme grâce à des boutons et une ceinture intégrée avec une boucle qui passe dans le pantalon. Il dispose d'une poche sur le côté droit à l'arrière qui se ferme grâce à un bouton en fer. Sur l'avant, une poche pour la montre à gousset peut être surmontée d'un anneau pour y fixer la chaînette. Des poches latérales sont présentes pour y glisser les mains. Le pantalon M40 fut le seul modèle fabriqué en version tropicale tout au long de la guerre. Réalisés en cuir, toile et bois, les brodequins tropicaux sont dotés d'un talon en bois sur lequel un fer a été ajouté. La semelle est en cuir et est dotée d'un fer à son extrémité. La partie couvrant la cheville est en toile pour laisser respirer un minimum les pieds. Certains brodequins pouvaient être cloutés, mais pas tous. C'est pour cela que ce modèle ne dispose pas de clous. Des chaussettes hautes vert olive peuvent être portées pour aller avec, que ce soit avec le pantalon ou avec le short. Mais le port des chaussettes réglementaires grises était également observé. Le pantalon pouvait être blousé dans les brodequins ou les chaussettes, ou laissé librement par-dessus. Ceci afin d'éviter au maximum que le sable ne rentre dans la chaussure. C'est en 1940 que fut mis en place des tenues adaptées au climat tropical pour les personnels de la Heer, d'où le nom de la vareuse, la Tropenbluse M40. Elle fut massivement distribuée aux troupes dès leur arrivée en février 1941. Il existait plusieurs types de teintes, allant du vert olive au beige, au même titre que le pantalon. La coupe de la veste est basée sur celle de la vareuse M40 Continental, mais avec un col ouvert, laissant apparaître la chemise et l'éventuelle cravate. Elle comporte 4 poches à soufflet et les rabats étaient fermés par un bouton central. Des crochets peuvent se placer aux hanches pour permettre de soutenir le poids de l'équipement. Les insignes cousus sur la vareuse sont les suivants. Un aigle de poitrine type Beveau est cousu sur la poche droite à cheval sur la poche pour permettre d'être visible en entier avec le col ouvert. Sur le col, on retrouve des pattes de colle génériques. En effet, toutes les troupes de l'Africa Korps avaient les mêmes Litzen, sauf les officiers, qui avaient la Waffenfarbe. Et encore, certains avaient toujours des Litzen-Trupp. Notre soldat a des décorations sur la poche gauche, un insigne de sport DRL en classe bronze, ainsi que l'insigne d'assaut infanterie au centre. Il a le ruban de rappel de la croix de fer seconde classe cousu sur la première boutonnière. Des pattes d'épaule reflètent le grade, ici Unterfeldwebel, grâce à la tresse passant sur le pourtour. On retrouve, comme sur la tenue européenne, cette tresse sur le pourtour du col de la vareuse. Et enfin une bande de bras Africa Korps est cousue sur la manche droite, à 15 cm du bord de la manche. Cette bande fut attribuée assez rapidement en 1941 à toutes les troupes de la Heer, et ce n'était pas une décoration. La vareuse est une reproduction de chez Sturm Miltech, et les insignes ont été cousus par Parabellum Shop de manière très propre. Les soldats de l'Africa Korps pouvaient avoir des calots tropicaux, mais il était plus pour la tenue de service, le soir en casernement, car les soldats préféraient largement la casquette pour sa visière. Il est d'ailleurs réalisé exactement de la même manière que la casquette, la visière en moins. Il existait 2 couleurs de casquette, mais le modèle était le même pour tous, le modèle M40. Les 2 couleurs ont pu être employées par les personnels de la Heer. La casquette couleur sable était la même que celle de la Luftwaffe, mais avec les insignes adaptés, avec un aigle Heer et une cocarde sur fond beige carré de type Beveau. La Waffenfarbe pouvait ne pas être présente, comme le modèle présenté ici. Cette autre version de la casquette, en olive drab, dispose ici de la Waffenfarbe blanche à l'avant, spécifique de l'infanterie. Les insignes sont identiques au modèle de couleur sable. Attention, le modèle avec rabat n'est apparu qu'en 1943, et les 2 insignes sont séparés, contrairement au modèle 43, où la cocarde et l'aigle sont tissés l'un en dessous de l'autre sur le même insigne. On peut voir ici que la caractéristique commune des chapeaux type souple sont qu'ils ont une doublure rouge à l'intérieur. Le casque M35 est la première grosse amélioration depuis le casque 1916. Il y eut d'autres versions intermédiaires bien sûr, comme le casque M33 des pompiers. A l'origine en couleur vert pomme, il a été repeint en jaune sable de manière artisanale avec de la peinture pour véhicule dès l'arrivée en Afrique du Nord. Les insignes du Reich ont tout de même été conservés lors de la peinture. Le blason tricolore noir-blanc-rouge d'un côté et l'aigle blanc sur blason noir de l'autre. Il pouvait arriver, mais c'était très rare, que l'écu de l'aigle soit remplacé par une décalcomanie de l'Africa Korps. Mais ce n'était pas réglementaire et les photos sont difficiles à trouver. L'intérieur du casque est composé d'un serre-tête en acier sur lequel des pattes de cuir ont été fixées, serrées au fond par un lacet permettant de régler la profondeur. Chaque coque a sa taille ainsi que le serre-tête, de manière à avoir une taille adaptée à sa morphologie de tête et éviter l'effet grande vadrouille. Des lunettes tropicales de la marque Carl Zeiss Jena sont portées sur le casque, les rendant rapidement accessibles en cas de déplacement en véhicule, ou même lors d'une tempête de sable. Il s'agit ici d'un modèle original, en parfait état.
Le casque tropical fut proposé aux soldats de l'Africa Corps dès le début de la campagne d'Afrique, à la fois pour protéger la tête, mais aussi le cou du soleil. Il s'agit d'un chapeau en liège recouvert d'une toile vert olive, sur lequel une jugulaire en cuir a été ajoutée. Les insignes du Reich se retrouvent sur les flancs en métal. La plupart des insignes montés sur les reproductions de chapeaux de brousse n'ont pas la croix gammée, ceux-ci provenant majoritairement d'Allemagne. Il faudra donc commander les insignes sur d'autres sites provenant d'autres pays. La bordure en cuir a été ici repeinte en brun, la couleur d'origine de la repro est en vert, ce qui n'est pas réaliste. Le serre-tête intérieur se règle pour ajuster la taille à la tête du soldat. Réalisé en laine couleur marron chocolat, le Tropon Mantle était très utile lorsque la température descendait fortement, comme cela arrive souvent dans le désert. Il pouvait être également porté en pleine tempête de sable, le sable étant très agressif sur la peau. Il dispose de 2 rangées de 6 boutons, tout comme le modèle européen, et a exactement la même coupe. Des pattes d'épaule permettent de distinguer le grade du soldat, mais il n'y avait pas de pattes de col, ni de tresse sur le col pour les sous-officiers. 2 poches obliques sont présentes sur les côtés afin de pouvoir y glisser les mains. Une bande de bras Africa Corps peut également être ajoutée sur la manche droite, mais celle-ci n'était qu'en option sur le manteau. Par mesure de praticité, l'équipement transporté était placé par-dessus le manteau, permettant ainsi aux soldats d'être opérationnels rapidement. L'équipement du soldat est un élément vital, surtout lorsque les conditions climatiques peuvent être aussi difficiles. Ainsi, prendre son sac à pain, la gourde et les munitions pour ses armes n'était pas une option, mais une obligation. Il s'agit ici d'un équipement qui sera spécifique à un sous-officier de l'infanterie. Notre Allemand étant armé d'un pistolet mitrailleur, il convient de correctement l'équiper en munitions. Ainsi, une paire de porte-chargeurs en toile et en cuir permet de transporter les 6 chargeurs réglementaires, ainsi que la chargette permettant le remplissage manuel des chargeurs. Ils sont montés sur un ceinturon en toile forte, doté d'une boucle Hare en fer peinte en jaune, bien que la peinture se soit beaucoup enlevée au fil des manipulations. Un sac à pain est un élément vital dans la vie du soldat en campagne. Cela permet de transporter son beurrier, ses couverts et ses rations alimentaires. Il existait 2 types de gourdes en Afrique du Nord. Les gourdes classiques de 75 centilitres, dont leur étui en feutre avec une sangle en cuir, mais également les gourdes de 1 litre, reprises de celles des chasseurs alpins. Les deux sont équipés d'un quart en aluminium. Certains quarts pouvaient être repeints en jaune sable pour éviter qu'ils ne chauffent trop vite. Ici, notre soldat a 2 gourdes continentales de 75 centilitres avec des quarts pas encore repeints. La gamelle M31 était constituée de 2 parties, assemblées pour le transport. Ici, la gamelle a été repeinte avec la même peinture pour véhicule que le casque. Sur le ceinturon, une Zelban M31 est fixée au moyen de sangles en cuir noir. Des sangles en toile peuvent également faire l'affaire, à savoir que la Zelban jaune sable n'a jamais existé. On pouvait retrouver 2 types de pelles en Afrique du Nord, et notre sous-officier a choisi de prendre le modèle pliant, dans un étui en cuir noir. Les étuis en toile type tropicale n'existant pas pour les pelles. Notre sous-officier étant en charge d'une section, il se doit de pouvoir se repérer, et ce n'était pas simple dans le désert. Ainsi, il transporte un porte-cartes en cuir brun. Les versions noires étaient également possibles. Il contient des cartes, des crayons, des règles et une boussole. Afin d'aider au maintien du ceinturon malgré tout son poids, un breulage tropical peut être nécessaire. Réalisé également en toile forte, il a la même forme et la même fonction que le breulage lourd européen. 2 sangles permettent de maintenir l'avant en s'accrochant au porte-chargeur ou aux cartouchières, quand les 2 autres partent vers l'arrière pour fixer le sac à dos ou le Sturmgepäck. Accessoire obligatoire dans l'équipement, le masque anti-gaz, rangé dans son étui en fer, est ici ajouté par-dessus l'équipement déjà en place. Il s'agit ici d'un étui européen repeint en jaune sable. Le nom du soldat a été peint sur le cul de l'étui afin qu'il soit plus facilement reconnaissable. Destinée à toutes les personnes ayant besoin de se repérer et repérer ses troupes, la paire de jumelles Dienstglas était en dotation pour nombre de sous-officiers. Elles furent d'abord de couleur noire, mais ce n'est que plus tard qu'elles ont pu être peintes en jaune sable. Un boîtier en bakélite permettait de protéger les lentilles, et une patte en cuir pouvait s'accrocher au bouton de la vareuse, pour éviter que les jumelles ne bougent de trop lors de mouvements rapides. Réalisé par Heinrich Vollmer en 1940, le Maschinenpistol 40 était une évolution du MP38. Il était cependant beaucoup plus rapide et moins coûteux à réaliser et fut d'un grand soutien lors de la campagne de France. Il était alimenté par des chargeurs de 32 cartouches de 9 mm, la même munition que pour le Luger. Ces plaquettes en bakélite évitaient l'utilisation du bois, qui était fragile lors des températures extrêmes. Une crosse squelette se repliait sous le corps, permettant ainsi l'utilisation de l'arme en milieu urbain. Un ergot sous le canon était utilisé pour se caler sur le bord d'une fenêtre ou d'un véhicule et mieux contrôler le recul de l'arme. Les enrayements dans le désert étaient courants à cause du sable, les cartouches étant sur 2 rangs dans le chargeur, mais avec un couloir d'alimentation sur un seul rang.
Il s'agit ici d'une version Airsoft de la marque SRC en version CO2, dont vous pourrez retrouver le lien de la review dans la description de cette vidéo. L'uniforme présenté ici est spécifique au rang de sous-officier, les hommes de la troupe n'ayant pas le même armement, ni les mêmes porte-chargeurs. Les officiers auront quelques éléments de différence, mais pas la vareuse, contrairement à la Air en Europe, où les officiers avaient leur propre vareuse. Il n'était évidemment pas impossible de retrouver les manches retroussées sur les vestes, et certains pantalons pouvaient être convertis en shorts. La vareuse et le pantalon ont été patinés artificiellement avec du papier de verre gros grain, simulant l'agressivité du sable sur les vêtements. La capote, quant à elle, a été patinée au décapeur thermique. Attention, ne faites pas l'erreur. La gourde de coco n'a jamais été employée en Afrique du Nord. En effet, les premières gourdes de coco ont été fabriquées à partir de 1142, mais distribuées sur le front à partir de début 1143. La campagne d'Afrique s'étant terminée début 1143, c'est en Sicile qu'on retrouve les premières gourdes de coco. Le fait d'avoir des gourdes de coco en Afrique du Nord est donc une légende urbaine, et c'est une erreur à ne pas reproduire. Engagé à la fin de l'année 1135 au sein de la Wehrmacht, notre soldat fait ses preuves au sein de la 15e division d'infanterie dans le 13e régiment. Il commence pourvoyeur de la MG34 de sa section, avant d'être promu tireur lors de son passage au grade d'Oberschütze. Il excelle autant dans les exercices de tir que dans les entraînements sur le terrain. C'est donc naturellement qu'il est promu Gefreiter en octobre 1136, lors du changement d'affectation de son régiment, passant dans la 25e division d'infanterie. Notre Gefreiter demande rapidement à passer Pfannenjunker Unteroffizier pour prétendre passer sous-officier après 15 mois d'exercice. C'est donc ce qui se produit en janvier 1138, étant alors élevé au rang de sous-officier, sergent ou Unteroffizier. Le régiment participe à la campagne de France en mai 1140 et arrive jusqu'à l'Aisne, entre Compiègne et Reims. Notre soldat profite de cette campagne victorieuse pour prendre encore du galon et devenir Unterfeldwebel, ou sergent-chef. Il est cependant fait blessé et doit être soigné en Allemagne. Il est réaffecté dans la première compagnie du MG Bataillon 2, dans la 5e division légère, sous les ordres du général-major Johannes Streich. C'est donc le 23 janvier 1141 que le bataillon est réaffecté en Libye pour venir en aide aux Italiens. Il arrive à Tripoli courant février. Notre sous-officier participe au premier combat avec son tout nouveau matériel tropical, distribué pour l'occasion pour la R. Il est chef de section et doit se déplacer rapidement, la guerre étant éclair là aussi. Hélas, les Panzerdivisions avancent plus vite qu'eux, qui se déplacent avec difficulté dans le sable dans des camions, mettant les chars en difficulté face à l'infanterie ennemie. Il participe à la première bataille de Tobrouk en avril, encerclant la garnison australienne. Mais le 13 avril, plusieurs bataillons de MG sont détruits, dont le 8e. La faute à une mauvaise préparation de la bataille, Rommel pensait les forces alliées en plein repli et à une désynchronisation entre les blindés et l'infanterie. De plus, l'infanterie ne dispose que de peu d'armes anti-chars, disposant de quelques packs et de Panzerbücher, pas forcément efficaces. Malgré de lourdes pertes, la bataille est finalement gagnée. C'est en juin 41 que son bataillon est rattaché à la 15e Panzerdivision pour contrer l'opération Battle Axe lancée par les Alliés. Il obtient dans cette même période l'insigne d'assaut de l'infanterie, argent donc, après plusieurs assauts contre des positions britanniques. Il dut remplacer plusieurs fois, au pied levé, son tireur MG blessé ou tué. Ce n'était pas son rôle étant chef de sa section, mais son attachement à sa formation initiale le poussait à prendre la place du tireur pour repousser les assauts ennemis. Ses camarades furent même soufflés de voir qu'il pouvait manipuler seul la MG34. Pour ses actes de bravoure, il reçut la croix de fer seconde classe en juillet 41 des mains de son officier. C'est également à cette période que la bande de bras Afrika Korps fut distribuée. Ce n'était pas une décoration, mais les soldats étaient fiers de pouvoir l'arborer. Il fallait avoir un minimum de 2 mois dans l'Africa Korps pour pouvoir la porter. Notre soldat tombe malade et doit rester en retrait des combats, perdant jusqu'à 15 kg en quelques semaines. Il se remet sur pied pour Noël 41 et retrouve son bataillon de MG. Sa compagnie et la 3e compagnie plus l'état-major du bataillon sont fusionnés début 42 pour devenir la 3e compagnie du 115e Schützenregiment, toujours au sein de la 15e Panzerdivision. Mais notre soldat se fait couper de ses lignes et il n'a d'autre choix que de se rendre aux Britanniques quelques jours plus tard, n'ayant plus de ravitaillement ni d'eau dans ses gourdes. Voici ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo. Encore merci à mon ami Kanseb pour sa participation à l'historique. Comme je refais une 2e version, j'ai tenu à ce qu'il soit à nouveau dans la vidéo. Je remercie encore Parabellum Shop pour son soutien. Vous pourrez retrouver de nombreux éléments présentés dans cette vidéo sur leur boutique. Et si vous aussi voulez me soutenir, je vous invite à me rejoindre sur Tipeee ou à devenir souscripteur de la chaîne, de manière à pouvoir m'aider à poursuivre cette jolie aventure. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles vidéos. Salut!
dérange un peu. Non! Laisse le micro tranquille. Laisse le micro tranquille. Bon, fous-moi la paix.